Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente que la dernière vidéo vous ait plu, donc merci pour vos gentils commentaires. Cette fois, ça sera une creepy, encore écrite par moi-même, mais avec l'étrange rendez-vous dedans, et aussi Mademoiselle McCripsta qui a accepté gentiment de jouer dans mon histoire et qui a été parfaite d'ailleurs, merci encore. Et du coup, un grand merci à vous deux, c'était très gentil. J'espère que cette histoire vous plaira. J'avais si peur avant. Je ne suis pas sûre que ma vie soit si intéressante au point que quelqu'un veuille l'écouter. Et pourtant, je suis quand même là à déblatérer sans m'arrêter. Si on commençait par le commencement. Je m'appelle Mayvie. Ouais, je sais, c'est un peu spé. Faut pas en vouloir à mes parents. Je saurais pas trop par où débuter car c'est un peu flou. Parfois j'ai juste l'impression que c'est un rêve que j'ai fait, ou alors que c'est mon imagination qui a créé tout ça. Mais j'ai tellement ce ressenti d'avoir vécu toutes ces choses, je peux pas les avoir inventées, non? Je vais vous planter le décor. Je suis la deuxième et dernière de ma famille. Avant moi, il y avait mon frère, Nathan. Plus grand que moi de seulement 2 ans. J'ai à peine connu mon père, je crois qu'il est parti quand j'avais 4 ans. Et ma mère s'est remariée peu de temps après. Avec une espèce de gros macho digne des clichés des bons vieux films français. Bière, pizza et foot. Pas très grand, enfin dans les 1m70, brun, avec un début de calvitie. Gras comme un porc qu'on essaierait d'engraisser, mais lui n'avait pas besoin de le forcer. Hein. Des yeux verts peu rassurants et des sourcils beaucoup trop épais. Le feeling n'est jamais passé. En même temps, je me suis jamais senti chez moi dans cette maison. Je suis pas quelqu'un qui sait ce que c'est que d'avoir confiance en soi. Et toute cette famille tordue le savait. J'ai été vite déscolarisé, à l'âge de 15 ans, donc en 3e, car j'ai redoublé une fois. J'ai toujours eu du mal avec les cours, le collège, les profs, l'autorité. Enfin bref, tout ce qui se rattache de près ou de loin à l'éducation nationale, quoi. Et avec la pression à la maison, c'était encore plus compliqué d'essayer de se concentrer. J'ai tout fait pour ramener des bonnes notes, des bonnes appréciations. Ma mère disait toujours que c'était le plus important, alors j'ai tout tenté, mais rien n'y faisait. Absolument rien ne marchait pour que ma mère soit un tant soit peu fière de moi. J'avais beau essayer encore et encore, je n'avais le droit en réponse qu'à des insultes et son terrible mépris. Alors que mon frère, lui, peu importe ce qu'il faisait, c'était le contraire. Il avait ramené notre petite grisouille, notre chat adoré, au collège, et ma mère avait rigolé. Au lycée, il avait foutu le feu à sa chambre d'internat, et là pareil, presque pas de réaction, si ce n'est des rires et une tape amicale sur l'épaule. Il pouvait bien faire ce qu'il voulait, ma mère était toujours fière de lui. Mon beau-père un peu moins, mais tant que personne s'en prenait à lui, il était content. Plus d'une fois j'ai voulu partir, plus d'une fois j'ai préparé mes affaires et tenté de m'enfuir de cette atroce maison. Je pouvais partir devant eux des heures durant, sans que personne ne daigne me contacter. Même s'il est vrai que je coupais mon téléphone et que je passais par des petites rues peu connues pour que personne ne me voie, personne ne me cherchait. Et comment je le sais? Bah, un jour de dispute, comme bien d'autres, je me suis encore enfuie. Je suis partie, et j'ai marché plusieurs heures. Puis comme d'habitude, un sentiment de culpabilité m'a envahi, comme une petite voix qui me disait que je leur faisais du mal, que c'était pas de leur faute, mais de la mienne. Alors comme à chaque fois que cette petite voix se faisait trop entendre, je suis rentrée. Et au moment de m'approcher de la maison, je les ai vus, ma mère et mon beau-père, se diriger vers la voiture, et j'ai même pu entendre leur discussion. Bon, ça fait quelques heures qu'elle est partie. Faudrait peut-être commencer à la chercher. C'est surtout cette phrase dont je me souviens. Car quand mon frère partait, oui, ça lui arrivait, malgré qu'il pouvait avoir tout ce qu'il demandait, il lui arrivait de faire des crises et de partir. Mais contrairement à moi, lui, il pouvait pas passer la porte sans que ma mère ne se jette à ses pieds en le suppliant de rentrer. Et bien sûr, en lui proposant tout et n'importe quoi en guise de cadeau pour se faire pardonner. Et ce, même si c'était lui le responsable. Lui, contrairement à moi, n'a pas connu les coups de ceinture, les gifles à en être assommé, ou encore les longues soirées enfermées dans la cave sans manger, car... Ça t'apprendra à te rebeller contre ta mère, fille indigne. Ce que je vous dis là n'est qu'un petit aperçu de ce que j'ai subi. Je ne sais pas ce que vous auriez fait à ma place, mais un soir de décembre, un soir particulier, je suis partie. Si ce soir dans d'autres maisons rime avec bonheur, sourire et cadeaux, moi ce n'était pas le cas. C'était plus cave, ceinture et bol de soupe. Vous connaissez tous Harry Potter? Dans le 2e volet de la saga, quand il doit se cacher dans la chambre et faire comme s'il n'existait pas pour ne pas gâcher la soirée des Dursley. Bah ça, c'était la même situation, mais à Noël pour moi. Pour ne pas gâcher le repas, selon eux, et surtout elle, je devais être maintenue à distance. Pendant que mon très cher frère, lui, déballait ses cadeaux et râlait comme Dudley lorsqu'il en manquait un. Alors forcément, ce soir-là, j'ai craqué. Depuis longtemps, j'avais repéré que le soir de Noël, ma mère, trop bourrée quand elle venait m'apporter mon bol de soupe, ne pensait plus à refermer à clé derrière elle. Elle faisait à chaque fois le mouvement, mais dans le vide. Et j'avais jamais rien tenté par peur que la voix de la culpabilité vienne m'envahir et m'empêche de fuir. Il fallait que je sois prête à 100% pour le faire. Et ce soir-là, je l'étais.
J'ai attendu que tout le monde soit endormi, ou du moins trop torché pour réagir, et je suis partie. Mes affaires étaient toujours prêtes, et de toute manière, je n'en avais pas beaucoup. Je suis partie à pied, j'ai marché, j'ai tellement marché. On habitait à la campagne, rien que pour aller en ville, il fallait déjà 2 heures de marche. Mais j'ai pas lâché, j'ai marché jusqu'à la gare. J'ai cherché le premier train qui pourrait m'emmener le plus loin possible de Stroara. J'ai dû attendre 6h32 pour prendre le premier train pour Lyon. Je volais ma mère un peu chaque jour, 2 euros, 3 euros par-ci, par-là. Des fois, je pouvais faire 5, mais c'était quand même plus risqué. À la fin, j'ai quand même réussi à avoir 200 euros de côté, donc j'ai pu payer le train et arriver sans problème à Lyon. Mais il fallait que je parte encore plus loin. Je savais qu'à 9h, personne ne serait encore réveillé. J'avais jusqu'à à peu près midi pour partir le plus loin possible sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. Et c'est ce que j'ai fait. Par chance, j'ai trouvé un blablacar direction Bordeaux. Un couple de jeunes qui avaient rendu visite à leurs parents la veille sur Lyon, mais à cause de leur travail ne pouvaient pas rester longtemps. J'ai eu beaucoup de chance ce matin-là, car tout était pris, et c'est le dernier passager à avoir réservé qui a dû annuler. J'ai sauté sur l'occasion, et on a bien discuté sur la route. On est parti à 10h de Lyon, on a fait une pause à 14h pour manger, un McDo, rien de bien compliqué et puis quoi de plus rapide. Puis on a repris la route avec quelques pauses de temps en temps et un changement de chauffeur quand l'un des deux se sentait trop fatigué pour conduire. Finalement, avec toutes ces pauses, on est arrivé à un peu plus de 17h. Je sais plus exactement. On est tous partis chacun de notre côté et moi je pouvais me payer qu'une seule nuit à l'hôtel. J'ai préféré dépenser pour la première nuit histoire de trouver un coin plus sûr mais 2 jours. Il me restait encore un peu de sous en poche et j'avais jeté la carte SIM du téléphone à midi pile par la fenêtre de la voiture. J'avais quand même gardé le portable pour internet, seulement dans les lieux publics du coup, mais au moins j'étais pas sans rien. Je sais pas ce que ma mère a fait quand elle s'est rendue compte de mon absence. Je sais qu'elle n'a pas pu se diriger vers la police car j'ai attendu d'avoir 18 ans pour fuir. Et là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que j'ai fait pendant 3 ans à être déscolarisée ? Eh bien, je suis restée à la maison, avec interdiction de voir mes amis. Je suis restée à m'occuper du ménage, des lessives, du jardin, des repas. Heureusement, ma chère mère m'avait donné un téléphone. Elle voulait que je sois à tout prix joignable quand elle partait travailler. Grâce à ce portable, j'ai pu continuer de m'instruire sans qu'elle ne le sache. Je devais supprimer l'historique de navigation avant de lui rendre le soir. Si elle avait su que grâce à elle, je savais bien plus de choses qu'à eux trois réunis, elle me l'aurait sans doute retiré. Je faisais exprès de jouer à des jeux débiles devant eux pour faire croire que c'était la seule utilité de ce téléphone. Et ça a plutôt bien fonctionné. Le lendemain, je me suis levée tôt pour profiter à fond du petit déjeuner offert avec la chambre. J'ai mangé bien plus qu'à ma maison, je me suis régalée. J'ai pris ce que j'ai pu dans les poches et je suis partie. J'ai fait un tour de la ville, enfin de là où je me trouvais surtout. J'ai repéré plusieurs lieux où le soir me paraissait à peu près sûr, car si je voulais continuer de manger, je devais dormir dehors. C'était ou l'un ou l'autre. J'ai essayé de chercher des jobs, mais sans CV ni lettre de motivation, et encore pire sans expérience, qui voudrait de vous ? Heureusement qu'à la maison, j'ai appris à voler très discrètement. Je sais que c'est pas la meilleure chose à faire, mais qui m'aurait tendu la main ? Comment pourrais-je avoir confiance en un inconnu quand ma propre mère lève la main sur moi ? J'ai donc volé sur les marchés. Les gens ne font pas très attention. Niveau financier, je m'en sortais plutôt bien, mais je devais toujours choisir entre manger sur du long terme ou dormir bien au chaud. Un soir où il faisait particulièrement froid, j'ai cherché un endroit plus chaud pour m'abriter. J'ai erré dans les rues de la ville pendant 1 voire 2 heures avant de tomber sur un curieux personnage. Un homme grand, enfin plus que moi, dans les 1m80, brun, avec de jolis yeux noisettes, habillé de manière décontractée. Un jean, une veste et des baskets. Il était là et fumait sa cigarette, avec un drôle de regard, à 1h du matin. C'était assez étrange, je n'avais pas du tout envie de passer devant lui au risque de me faire encore agresser. Je suis donc passée sur le trottoir d'en face et je me suis mise à accélérer le pas. J'ai eu un si grand sentiment de soulagement quand il n'a rien tenté et que j'ai pu dormir au calme, dans un autre endroit, un peu plus à l'abri. Le lendemain, je suis partie faire les marchés, autant pour voler que pour acheter d'ailleurs. Et au moment de rentrer à mon QG, je l'ai croisé, l'homme d'hier. J'ai fait à nouveau demi-tour, mais une main m'a tapoté l'épaule avant que je n'emprunte la rue qui s'offrait à moi. Salut, je sais ce que tu fais. D'ailleurs, t'es pas la plus discrète dans le coin. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Une vague de peur m'a submergée. Je suis partie d'un pas pressé, mais il m'a retenu. Hé, excuse-moi. Je ne voulais pas te faire peur. Je ne suis pas très doué pour engager la conversation, c'est vrai. Voilà. Moi aussi je connais la galère. Contrairement à toi, j'ai la chance d'avoir un toit, même si les fins de mois sont difficiles. Du coup, je voulais te donner 1 ou 2 tickets resto pour dépanner. Ça t'évitera de voler, parce qu'à force de faire comme ça, tu risques de te faire prendre. Je n'ai pas su trop quoi répondre et je n'ai pu que tendre ma main quand il m'a montré les tickets resto. Il est parti juste après me les avoir remis. Je dois avouer que je suis restée plongée dans son doux regard pendant quelques secondes avant de le regarder partir.
Je suis revenue sur ce même marché les jours qui ont suivi, en espérant tomber sur lui. J'ai même adapté mes horaires et ça fonctionnait. Tous les jours, je l'ai vu. Tous les jours, nous nous sommes parlé. Au début, c'était pas long, et plus le temps passait, plus les discussions étaient longues et enrichissantes. À force de se voir, nous nous sommes mis ensemble, au bout de 5 longs mois. Je sais que ça peut paraître idiot ou inconscient de se mettre en couple avec quelqu'un quand on est à la rue. Mais lui, je savais qu'il était quelqu'un de bien malgré qu'il me répétait sans cesse le contraire. J'ai mis encore plus de temps avant d'accepter de vivre chez lui. Je ne voulais pas passer pour une profiteuse. Il a dû me convaincre pendant 6 longs mois. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Notre couple était parfait. J'ai pu faire un CV, en mentant un peu bien sûr, une lettre de motivation, et j'ai postulé partout, jusqu'à ce qu'un restaurant m'appelle. Je suis devenue serveuse. Malgré les clients pénibles par moments, j'ai aimé travailler là-bas. Je m'y sentais si bien, et avec lui c'était si doux. Des petites engueulades qui duraient pas longtemps. On avait tant de points communs que ça en devenait fou, on était si fusionnels. Je suis même allée pour la première fois à Disney avec lui, où bien entendu j'ai tenu à payer ma part. Comme je tenais à payer la part des factures et des loyers d'ailleurs. On parlait de fiançailles, d'enfants, d'avenir. Un amour comme dans le temps de nos grands-parents. Un amour où l'on apprend à se parler avant de tout foutre en l'air. Un amour si beau, si pur, que j'avais si peur de perdre. Avec tout ce changement, j'ai dû apprendre à sourire et à vivre autrement. À baisser mes barrières de fille sauvage, à apprendre à faire confiance en l'autre. Sauf que j'aurais dû m'en douter que c'était pas pour moi tout ça. Un soir d'été, je suis rentrée de mon travail, un soir que je croyais normal. Sauf qu'en poussant la porte de l'appartement, je l'ai vu assise sur le canapé, en train de discuter avec Léo. Mon souffle s'est coupé, et mon cœur s'est tellement emballé que j'ai cru le voir bondir sur le sol. Ma bouche est restée grande ouverte en regardant cette scène. Ma main ne voulait pas lâcher la poignée de la porte, et mes jambes ne savaient plus dans quel sens elles devaient aller. Rencontrer et affronter le démon en personne, ou fuir loin encore une fois, sans chercher à comprendre. Que faisait ma mère avec mon futur mari? Tellement de questions ont percuté mon cerveau, tellement de sentiments se sont mélangés, mais la haine l'a emporté, cette vieille rancœur que l'on croit partie pour toujours. Mais non, elle est juste endormie jusqu'au moment fatidique. Je me suis avancée comme un tigre affamé et lui ai sauté dessus, mais j'ai été retenue par un coup de taser en plein dans la cuisse. J'avais les mains là, les mains déjà prêtes à serrer son cou jusqu'à voir ses lèvres devenir bleues. Mais non, j'ai été retenue et assommée, sans comprendre que mon Léo, mon futur mari, venait de me taser. Quand je me suis réveillée, j'ai senti cette odeur de renfermé. J'ai reconnu les taches grises sur les murs, les traces d'humidité, les bouts de verre de mes anciens bols de soupe éclatés contre les murs et gisant sur le sol. Mes anciens pots de chambre encore pleins et donnant la nausée. La porte que mes épaules avaient heurtée plus d'une fois sans réussite. Et ce sol si froid qui était mon lit. Mais comment pouvais-je me retrouver encore ici? Je rêvais, c'est pas possible. Debout, réveille-toi, s'il te plaît. Arrête, je sais que tu rêves, arrête, réveille-toi maintenant. Réveille-toi, s'il te plaît, debout. Ce cri, je n'ai pu le retenir. Après tout ce temps, comment? J'ai attendu de longues heures, j'ai scruté la pièce des yeux, chaque recoin, même si je la connaissais déjà par cœur. J'ai tenté de défoncer la porte, mais une chaîne à mes pieds m'en a empêché. Jamais elle ne m'avait attaché avant. Avait-elle peur de moi? Puis elle est venue, un soir. Elle a passé la porte et m'a regardé pendant plusieurs minutes. Ça a dû l'amuser de voir mes yeux ronds remplis de peur. De me voir prostrée comme une bête sauvage dans le coin de la pièce, repliée en position fétale. Je le sais que ça l'a amusée, puisqu'elle m'a souri. Et m'a pu retenir un « très bien » sadique. Après son sourire, elle s'est approchée de moi et s'est agenouillée. Elle m'a relevé la tête en mettant une main sous mon menton et m'a dit « Tu croyais vraiment à tout ça? Comment une petite chose comme toi a pu penser une seconde que tu pouvais vivre seule un jour? J'ai bien fait d'engager Léo pour te retrouver. Voler? Mais ma fille, ma douce chérie, je t'ai pas élevée comme ça. Dormir dehors? Ma pauvre puce. T'as dû avoir si peur avec tous ces clodos autour de toi. Qu'aurais-tu fait sans Léo? Qu'aurais-tu fait sans moi? Ton frère m'avait convaincu de te laisser libre pour voir ce que tu donnais seul. Mais moi, je savais que tu valais rien. T'as vraiment cru que je buvais au point d'en oublier de t'enfermer? Ma pauvre chérie, je sais, c'est de ma faute. Je me suis pas assez occupée de toi. Mais je vais me rattraper. J'aurais dû faire attention au monde extérieur. Il peut te faire mal. Je n'aurais jamais dû accepter de te laisser vivre dehors. Je t'ai fait tant de mal, ma fille, mais plus jamais ça n'arrivera. Je te le promets. Allez, je vais te laisser te reposer. Tiens, mange ça. Ça te fera du bien. De douleur, je me suis évanouie. Les larmes que j'ai voulu sortir se sont transformées en cris intenses.
tout mon monde s'était écroulé. Ma libération, mon histoire avec Léo, mon avenir potentiel, tout était faux. Même l'argent que je croyais voler était en réalité préparé par ma mère. Le blablacar que j'avais pu avoir la dernière minute, mais comment avait-elle pu savoir? Avait-elle réservé toutes les voitures ce soir-là pour être sûre de m'en laisser un? Tout l'amour que je ressentais pour Léo, ces longues soirées à parler d'enfants. Comment vous expliquer ma douleur? Pendant plusieurs jours, je n'ai pu manger ni boire. Je suis juste restée assise à regarder bêtement le plafond. Mon cerveau s'était arrêté et je ne savais plus comment réagir. Je ne pouvais plus que fixer cet objet. Une lame de rasoir enfermée dans une vitrine. Elle était à l'autre bout de la pièce, et quand je me suis approchée pour la toucher, je me suis aperçue que la chaîne ça était pile devant. Je ne pouvais que frôler cette vitrine du bout des doigts. Quand j'ai compris que ma mère avait fait exprès de régler la taille de ma chaîne, j'ai refusé de lui offrir ma mort. Je sais qu'elle n'attendait que ça. J'ai refusé de manger pendant longtemps, je me souvenais encore des horribles plats qu'elle m'apportait quand j'étais petite. Et je voulais plus manger ça. Mais si je voulais lutter et avoir assez de force pour réfléchir, j'avais pas le choix. Je me suis donc résignée, malgré ce goût infâme, quoique différent d'avant. J'ai mangé plusieurs jours d'affilée, mais un jour elle a arrêté de m'alimenter. Je n'avais plus qu'à boire. Et au lieu de m'amener mon plateau repas, elle m'a apporté 2 pots de chambre supplémentaires. J'ai pas compris au début, jusqu'à ressentir ce manque affreux. Mon corps me réclamait quelque chose, mais je ne comprenais pas. Je me suis mise à vomir, à trembler, à transpirer. C'est ce qui m'a permis de comprendre le pot de chambre et l'eau d'ailleurs. J'ai été droguée. Elle s'est amusée avec moi pendant longtemps comme ça. Pendant plusieurs mois, j'avais le droit de manger, et pendant une semaine, j'étais en sevrage intensif. De temps en temps, un médecin me mettait sous perfusion pour me maintenir en vie, car ouais, des fois j'étais pas très loin de rejoindre mes ancêtres. Je sais même pas comment elle a fait pour payer un médecin, à moins que ce soit mon cousin Vincent. Quand je suis partie, il avait presque fini ses études et lui aussi n'était pas très sain d'esprit. Mon état était pitoyable, mes vêtements encrés d'excréments, de vomi et de larmes. Je me suis même mise à manger ma peau sur les doigts pendant certains sevrages. Je n'ai plus beaucoup de cheveux sur la tête à force de les arracher pour lutter contre ce manque. Et les murs, eux, ils portent l'empreinte de mon crâne que j'ai volontairement enfoncé dedans pour stopper ces voix. Tous les jours, mère venait me voir et me regardait en tenant ma tête entre ses mains en répétant « C'est bien, c'est bien. » Puis après m'avoir observé quelques minutes, elle me relevait et me montrait les lames de rasoir, me forçait à les regarder en me maintenant la tête, puis disait « Tu veux ?» et partait, en me laissant là. Chaque minute que Dieu faisait, je les passais à contempler ces lames, ces douces lames. Et quand je ne les contemplais pas, je tirais de toutes mes forces ma chaîne. Je hurlais pour atteindre cette vitrine. J'ai passé tant de minutes les bras tendus à frôler du bout des doigts sans y arriver. Encore aujourd'hui, j'essaierai après avoir vomi. Je ne fais plus que 45 kilos. Quand j'essaye de me lever, je ne sais plus si c'est le bruit de ma chaîne ou celui de mes os qui s'entrechoquent. Je n'ai plus qu'une voix dans ma tête, et sa question à laquelle je n'ai pas le droit de répondre. Tu veux ?